Bonjour à tous et bienvenue sur Ultra Green. Avec cette vidéo sur Rust, je m'apprête à commencer un nouveau cycle de vidéos qui va s'appeler Tech and Dev. Ces vidéos vont être plus techniques, elles vont pas forcément être accessibles à toute l'audience de la chaîne Ultra Green, mais je m'aperçois effectivement qu'une chaîne YouTube c'est plus un marathon qu'un sprint, et mon objectif c'est de faire des vidéos techniques plus courtes que je vais pouvoir préparer de façon plus globale et distribuée de façon plus lissée dans le temps. Et donc on va passer sur les formats longs habituels d'Ultra Green sur une période plutôt de toutes les 2 semaines. Donc l'objectif c'est effectivement de vous apporter du contenu technique supplémentaire, de continuer à faire des vidéos et puis de continuer à pouvoir y mettre toute la matière que je souhaite y mettre. Et puis on va commencer avec le sujet Rust. On va essayer de se rappeler pourquoi Rust est intéressant au regard de ce qu'on avait introduit avec les WebAssembly. Jingle. Alors, effectivement, nous allons parler de Rust et on va essayer de voir pourquoi c'est un langage d'avenir, pourquoi c'est une technologie d'avenir. Et en parlant de cette technologie d'avenir, on parle effectivement des WebAssembly, hein, qui sont l'édifice proposé par le W3C Consortium. Et on va essayer de découvrir un peu plus le langage Rust. Alors, Rust, c'est donc un langage de programmation qui a été créé par Mozilla en 2015, donc la première version stable en 2015. C'est quand même malgré tout un langage qui a un niveau de maturité qui s'est bien établi et qui est considéré comme le langage, qui a été pendant plus de 6 ans considéré comme le langage le plus apprécié sur Stack Overflow. Stack Overflow, c'est quand même une source d'information respectable, on va dire. Alors peut-être que au lieu de parler d'apprécier, on aurait plus à parler d'admirer, parce que effectivement, c'est comme ça que ça avait été nommé sur Stack Overflow. C'est un langage qui a été conçu pour garantir de façon plus certaine, plus sûre, la sécurité du code fourni. Pour améliorer les performances, c'est un langage compilé, et puis pour sa gestion de la concurrence. Et on va voir qu'effectivement, ça passe par des qualités au niveau de la mémoire. Alors pourquoi se former à Rust? Évidemment, hein, pour justement ce premier atout, hein, la capacité à gérer de façon sûre la mémoire, donc c'est à la fois de la sécurité et de la performance, sans garbage collector, on verra les techniques et les mécaniques qui sont mis en œuvre dans Rust. C'est un langage avec des performances qui sont comparables à celles du C et du C++, donc un code compilé. Et cette performance, on va voir qu'on va pouvoir en bénéficier jusque dans les compilateurs grâce au WebAssembly, dans les compilateurs, dans les web browsers, pardon. Et puis, il y a même effectivement maintenant des infrastructures cloud sur lesquelles on va pouvoir faire tourner du container léger WebAssembly en Rust. Et Rust, alors on peut faire du WebAssembly avec d'autres langages, mais Rust, c'est la meilleure implémentation pour faire du WebAssembly. Donc, c'est aussi la qualité de pouvoir faire de la concurrence, hein, de gérer du parallélisme, et sans problématique de data race, c'est-à-dire de conflit d'accès aux données et de course à la donnée. Ensuite, c'est un écosystème moderne et en pleine croissance. C'est un langage qui rapidement a su obtenir un écosystème de librairies pour répondre aux enjeux entreprises, aux enjeux scientifiques, parce qu'effectivement, il est performant, il est élégant dans sa syntaxe. On retrouve des choses. Moi, j'apprécie effectivement Rust parce que j'y retrouve aussi des choses que j'avais appréciées en Ruby. De façon plus stricte, on va voir que c'est pas un langage dynamique et interprété dynamique comme Ruby, mais c'est un langage compilé, donc il y a une notion de typage strict, il y a des choses qui sont plus courantes dans les langages compilés, mais malgré tout, ils ont voulu effectivement intégrer le test directement dans l'outillage qui va avec Rust. Ils ont intégré aussi la gestion correcte des dépendances, la gestion correcte du packaging, c'est-à-dire tout ce que les langages un peu plus modernes comme Python, Ruby ont développé de façon un peu plus empirique. Rust l'a mis en œuvre directement à l'origine. Donc effectivement, hein, l'une de ses grandes qualités, c'est la compilation native vers du WebAssembly, et donc effectivement la capacité à pouvoir tourner de façon très performante, efficace à l'intérieur d'un web browser par le mécanisme des WebAssembly. Le fait que maintenant, effectivement, il a gagné en maturité, c'est une compétence qui est très recherchée sur le marché parce que ce langage devient utilisé dans de nombreux types de projets. Et on va voir que ce ne sont pas des petits projets, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je le présenterai dans le reste de la vidéo. Alors, on va faire un focus
pour justifier l'intérêt d'investir sur Rust, sur la gestion de la mémoire et qu'est-ce que peut coûter le coût des bugs en mémoire. Euh, on va prendre pour exemple OpenSSL, avec ce qu'il y avait eu comme trou de sécurité avec Heartbleed, et puis la vulnérabilité critique qu'il y avait eu sur OpenSSL. Avec Rust, elle n'aurait pas été possible. Parce que la façon dont est codé Rust, la sécurité et la sécurisation de l'accès en mémoire est by design. Et la notion qui est derrière, la notion de propriété et d'emprunt, c'est-à-dire de s'assurer que pas n'importe quelle ressource, pas n'importe quelle partie du programme est susceptible de demander de l'accès en mémoire, et de toute façon, il n'est pas propriétaire de cette mémoire, il va l'emprunter. C'est toute l'élégance et la performance du système de gestion de la sécurité d'accès à la mémoire, fait qu'on peut difficilement faire des buffer overflow ou ce genre de choses. Il y a une obligation systématique de contrôler les limites pour pouvoir demander de la mémoire, et donc effectivement, un bug comme Heartbleed, avec un langage comme Rust, c'est impossible. Il y a aussi une notion de slice, avec des types de données qui sont plus sûrs, pour encore une fois s'assurer de la véracité de la consommation de la mémoire. Et puis, il y a une notion d'isolation des codes non sûrs et d'affichage de façon stricte d'un code non sûr, le code unsafe pour le coup. Si on regarde aussi, par exemple, pour aller cette fois-ci plus sur l'aspect coût, tel que je voulais vous emmener, quand on regarde ce qu'on trouve en termes de failles de sécurité chez Microsoft, 70% des failles de sécurité qu'on voit passer, des CVE qu'on voit passer sur du logiciel Microsoft, c'est des problématiques de gestion de la mémoire. Chez Google, pareil, 70% des bugs de sécurité critiques sont liés à la mémoire. Si on faisait le tour un petit peu de toutes les grandes entreprises, finalement on s'apercevrait que l'impact très fort de la sécurité, il a très très régulièrement un lien avec la mémoire. Alors pas toujours, il y a des fois c'est de l'élévation de privilèges, il y a des choses un peu plus spécifiques, même peut-être effectivement quand c'est extrêmement sensible, il y a une route cause qui est un peu différente, mais elle est pratiquement systématiquement liée à un problème de mémoire. Alors, quelles sont les features clés qu'on va trouver dans Rust? Cette notion d'ownership, de borrowing, d'emprunt de la mémoire et la gestion de mémoire sans garbage collector. La notion de pattern matching, des expressions puissantes et expressives, je ne rentrerai pas forcément dans le détail. La notion de trait et les abstractions, la capacité à fournir des abstractions sans coût supplémentaire à l'exécution. Donc c'est pas des surcouches qu'on va retrouver dans les compilateurs comme C pour le coup, ou d'autres implémentations de la programmation objet. C'est directement intégré dans la façon dont le code est géré, donc sans surcoût à l'exécution. La gestion des erreurs, dans du code Rust, on s'aperçoit qu'effectivement, elle est directement intégrée. Donc, il y a presque la logique de contrôle d'une méthode va être simplifiée. Et en plus, on va gagner en lisibilité par ces mécanismes de gestion des erreurs de façon explicite. Cargo. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de gestionnaire de version, de gestionnaire de paquets, de gestionnaire de dépendance, ce qui va nous permettre de pouvoir respecter les 12 factors sur la partie dependency. Rust l'intègre directement. Il n'y a pas d'outils supplémentaires qui sont apparus après coup. Même dans des langages comme Python ou Ruby, les choses ont évolué pour arriver jusqu'à la façon dont les RubyGems, par exemple, sur Ruby sont intégrés. Il y a eu effectivement de l'évolution. Effectivement, ces langages ont été les incubateurs de ce genre de bonnes pratiques, et Rust bénéficie directement de cet apport. Donc on va voir effectivement autour de Cargo toute la facilité qu'on va pouvoir avoir, qui va aller jusqu'à la capacité à gérer la façon de le distribuer le logiciel, la façon de traiter les tests, et ainsi de suite. Ce qu'on peut retrouver avec des outils comme NPM sur JavaScript, enfin dans les écosystèmes ECMAScript. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la concurrence sans data race. Et puis, effectivement, on va aller directement dans le vif du sujet, Rust et les WebAssembly. Alors, compilation native vers du WebAssembly. Donc, directement du code qui va être utilisable sur du cloud du type WebAssembly, ou alors sur un navigateur. Donc, les performances sont proches du natif
dans l'exécution d'un code Rust sur le navigateur, puisqu'effectivement, les WebAssembly ont été construits un peu en même temps et avec le soutien et l'initiative de Rust. C'est donc idéal pour les applications web à haute performance. Dès qu'on va vouloir, finalement tout ce qu'on a essayé de faire, c'est ce que j'avais dit dans les vidéos sur le navigateur web, hein, tout ce qu'on avait essayé de faire pour essayer d'avoir du code exécutable dans des canevas d'exécution, dans des structures d'exécution au sein du navigateur, bah maintenant c'est possible avec un code qui va être extrêmement efficace, élégant, sécurisé, performant, avec Rust en WebAssembly. Ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est pas un Big Bang. Il va y avoir la possibilité d'avoir une vraie intégration, une vraie interopérabilité, avec le code JavaScript, entre ce qui est WebAssembly et Rust et JavaScript. Et du coup, en Rust, il va y avoir les bindings nécessaires à cette interopérabilité. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des outils qui vont permettre de faciliter la construction des WebAssembly avec des outils comme Westpack, pour simplifier la création du workflow pour fournir ces WebAssembly. Donc on va avoir une facilité pour créer, pour coder en Rust avec Cargo et pour aller jusqu'au navigateur avec Wespack. Maintenant, on va essayer de regarder les cas d'usage. Si on regarde les cas d'usage autour des applications web performantes, qu'est-ce qu'on va trouver? On va retrouver des exemples assez flagrants. Une application comme Discord, c'était codé en Go. Maintenant, ça a été porté intégralement sur Rust, justement parce que ça va permettre de pouvoir aller sur cette possibilité de faire du web convergent et d'utiliser les facilités produites avec les WebAssembly. Les gains sont significatifs rien que par l'usage de Rust en lui-même par rapport à Go. Donc effectivement, moi j'ai eu des apprentis à qui j'ai dit intéressez-vous à Go. Si c'était à refaire maintenant, je leur dirais ouais, non, intéressez-vous à Rust. Réduction de 30% de la latence CPU, réduction de 25 à 30% de l'utilisation mémoire. Et c'est peut-être effectivement d'abord l'amélioration de la gestion de la mémoire qui donne ce gain global entre CPU et RAM. Figma, des outils qui sont forcément faits pour faire du design, pour fabriquer du contenu web et designer du contenu web. Forcément, ce sont des applications sur un navigateur. Rust et les WASM sont complètement faits pour faire ce genre de choses, avec la capacité d'aller utiliser des librairies graphiques pour faire du rendu vectoriel et donc avoir des performances qui sont extrêmement bonnes au sein du navigateur. Donc là, on voit tout l'intérêt, toutes les initiatives qui ont eu avant, elles ne servent plus à rien dès l'instant où on a cet outil, les WebAssembly, qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. L'expérience utilisateur va être complètement fluide, des designs, et c'est ce que j'avais fait aussi dans la vidéo sur les navigateurs, on avait eu cette perte en ergonomie avec ce que nous proposait le web, puis le web dynamique avec JavaScript. Maintenant, on va aller vraiment revenir sur la capacité de pouvoir fournir des applications graphiques proches de ce qu'on avait sur la capacité de faire une application non connectée hors du navigateur sur un environnement graphique. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a vu ce côté un peu proche du navigateur, mais on va aussi avoir le bénéfice de faire du container léger, de ne pas forcément avoir besoin d'aller faire du container avec Docker pour utiliser des containers système, on va dire, mais cette fois-ci d'aller faire du container applicatif. Et typiquement, on voit effectivement que grâce à ces WebAssembly et des clouds et la gestion cloud des WebAssembly, et sur Kubernetes, on peut très bien le faire, des applications comme Dropbox ils ont migré une partie importante et des parties critiques de leur application vers du Rust. Encore une fois, parce qu'il y a eu de l'amélioration des performances, et puis encore une fois pour ces enjeux de réduction de l'empreinte mémoire. Dès qu'on voit des outils qui vont être hybrides web cloud, on sent que Rust va être effectivement complètement dans la trajectoire. Cloudflare utilise Rust pour ses services Edge, donc la partie sécurité accrue, latence réduite, et puis encore une fois, meilleure utilisation des ressources. On voit que la motivation de migration vers Rust, elle commence par la mémoire, elle passe par la sécurité et l'amélioration des performances CPU, et que au final, tous ceux qui font cet effort considèrent que c'était un effort gagnant.
Alors, les grandes entreprises qui utilisent du Rust, on a tous les leaders du marché. Donc, peut-être qu'il y a un vrai signal, il y a quelque chose à considérer autour de Rust, hein. Microsoft, développement de composants pour Azure et pour Windows. AWS, il y a un certain nombre de services AWS. Firecracker pour les VM, pour les VM pour du serverless. Google l'utilise dans Android. Il y a l'initiative Fuchsia OS. Meta, donc Facebook, l'utilise dans le projet Diem, Lex Libra, et puis des outils internes. Mozilla, Firefox est en train d'effectivement de vraiment se transformer pour intégrer Rust, et peut-être que ça va permettre, on va voir, il y a Cerveau aussi, mais peut-être que la Mozilla Foundation va regagner un petit peu les parts, le terrain perdu avec un petit peu les dernières versions de Firefox, parce que justement ils font ce travail. Est-ce que c'est du temps perdu? Peut-être que c'est du temps gagné de se dire on a posé la technologie d'avenir, et peut-être que nous aussi on a peut-être envie de se dire qu'il faut continuer à utiliser des navigateurs comme Firefox, parce que potentiellement ils sont en train de fabriquer, ils ont perdu du temps parce qu'ils ont fabriqué peut-être le web de demain. C'est mon avis en tout cas. Coursera, donc une entreprise qui fait des cours en ligne, qui donc vraiment se sert du navigateur de façon approfondie, avec des fonctionnalités approfondies, ils utilisent Rust. En rappel, Cloudflare, Dropbox, Figma, Discord. Donc effectivement, on voit que c'est pas les petits acteurs, c'est pas un langage sur lequel il y a encore une appropriation compliquée parce qu'on a peur du risque et puis on se pose des questions sur la maturité. Non, il y a de la démonstration. Clairement, pour que les leaders et une grosse partie des GAFAM l'utilisent de façon aussi forte et aussi profonde dans leur système, on va voir qu'il y a même un autre système sur lequel c'est utilisé. Les projets significatifs qui utilisent du Rust, bah on y arrive directement. Le noyau Linux, maintenant, possède depuis 2022 des modules qui sont codés en Rust. Là où on avait une hégémonie du C ou d'autres dialectes assez proches du C, bah maintenant on voit que le Rust est utilisé. Et que c'est acceptable dans un système comme Linux, et je vous l'avais dit hein, dans la vidéo que j'ai fait sur l'histoire des OS, un système d'exploitation qui pèse quand même presque 40, plus de 40% du marché total, alors effectivement avec Android, mais donc un mastodonte quand même. Alors je vous parlais justement hein, de Cerveau, le moteur de rendu web expérimental. Est-ce que c'est l'avenir de Firefox? Est-ce que c'est le futur remplaçant de Firefox? En tout cas, c'est un projet intéressant qui est intégralement fait en Rust, qui est fait par la Mozilla Foundation. Deno, donc effectivement des runtime JavaScript, TypeScript, donc pour peut-être aller encore plus loin sur l'interopérabilité et la convergence JavaScript, TypeScript, enfin JavaScript, ECMAScript vers Rust. On a aussi Redux, un système d'exploitation complet qui a été fait intégralement en Rust. Alors là, c'est un projet presque d'initiative personnelle. Je vous encourage à aller voir, à rechercher, parce que j'ai pas encore fait mes recherches sur le sujet. À mon avis, il y a quand même un gros travail derrière. Alors, chez AWS aussi, on a deux projets Firecracker, hein, je l'avais déjà dit, la technologie de virtualisation pour les lambda, tout ce qui est lambda, fonction lambda chez AWS, et puis BottleRocket, un OS pour container produit par AWS. Donc ça aussi, hein, c'est quand même intéressant de se dire qu'une entreprise leader du cloud qui se positionne à se dire je vais utiliser Rust pour poser mes containers, bon, si vous avez encore des doutes, moi j'en ai plus. Alors les domaines d'application, on l'a vu, hein, les systèmes embarqués, l'IoT, parce que performance, parce que gestion fine de la mémoire, parce que contrôle des performances de façon assez fine. Les applications haute performantes d'un point de vue global, pas uniquement là où on est sur de l'embarqué, mais dès qu'on va on va rechercher de la performance et du contrôle de la performance, on peut se tourner vers Rust. Les outils de développement. On a vu Figma d'un point de vue, alors c'est pas vraiment du développement, mais c'est du design, mais clairement, des environnements de développement intégrés qui vont se fabriquer au-dessus de Rust, bah, ça va se développer. Les services web et les microservices.
Là, clairement, effectivement, bah, il y a énormément de facilité, il y a des applications bien construites pour gérer correctement les services web et les microservices. Les applications WebAssembly, alors là évidemment, hein, que ce soit dans l'usage sur le cloud ou dans l'usage, pardon, en premier sur le navigateur et puis après sur le cloud. La blockchain et tout ce qui va être crypto-monnaie, beaucoup des projets sont en train de se tourner vers le Rust. Et puis les jeux vidéo, et quelque part parce que ça va permettre effectivement de pouvoir les envisager dans une hybridation web, dans une synergie d'exécutabilité sur les plateformes web. Alors comment démarrer? Vous avez énormément de sources. La première c'est le rustlang.org. Hein. Ensuite vous avez les Rustlings qui sont installables sur une machine avec un nombre important d'exemples. Il y a une communauté active et bienveillante, elle est de plus en plus active et de plus en plus grande, mais elle reste bienveillante. Énormément de ressources en ligne, et puis beaucoup d'organismes de formation sont en train de proposer des modules de formation sur le Rust, parce qu'effectivement, bah, il y a une demande qui est en train de grossir énormément. Alors maintenant, si on s'intéresse aux conclusions et qu'on regarde le retour sur investissement qu'on va avoir à faire notre transition vers Rust. Premier élément, c'est la réduction des bugs en production et donc du coût de gestion et de traitement de ces bugs en production. C'est quand même très intéressant, très important, puisqu'on l'a vu, ces bugs, c'est aussi des risques en sécurité, c'est des risques donc en image derrière ces risques en sécurité. Donc Rust, c'est de la garantie. C'est une meilleure utilisation des ressources. On a tous en ce moment des objectifs RSE dans nos entreprises. On a tous la volonté de réduire notre empreinte carbone. Grâce à des solutions comme Rust, on va pouvoir aller encore plus loin avec un outil, avec un langage qui va nous aider et garantir qu'on code correctement et qu'on va donc avoir des ressources qui sont mieux gérées. Et sur le cloud, cet enjeu va vraiment aller au bout de sa promesse parce qu'on va réduire de façon beaucoup plus significative l'empreinte globale et donc améliorer la mutualisabilité sur les infrastructures cloud. La maintenance facilitée. Et effectivement, on voit. Alors j'ai mis le compilateur, mais c'est tout l'écosystème outils qui a été prévu directement fabriqué avec Rust et qui est le fruit de tout ce qu'on a pu trouver sur toutes les autres initiatives, sur tous les langages. Rust a fait la synthèse, a composé l'ensemble des bonnes solutions pour produire un langage, mais aussi avec son écosystème complet et directement dans l'outillage et dans l'outil compilateur en lui-même. Le recrutement de développeurs passionnés. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, Stack Overflow avait fait une mesure pour se dire que dès que quelqu'un s'intéresse à Rust, je suis pas le dernier, je suis pas le premier, c'est pas de la hype, parce que cette hype, elle est basée sur quelque chose de réel, de concret, de mesurable, et finalement on s'aperçoit que quand on s'intéresse aux écosystèmes des langages de programmation, Rust est bien né, est bien fabriqué et fait bien cette synthèse, comme je viens de le dire, de l'ensemble des bonnes pratiques. Et puis, bah, forcément, je ne pouvais pas finir par autre chose que l'avenir, les WebAssembly et cette approche de containerisation légère que produisent les WebAssembly, qui vont, avec la containerisation traditionnelle, venir occuper un pan complet d'un nouveau cloud, d'un cloud applicatif et d'un cloud de containerisation légère. Donc je vous remercie et au revoir. Et puis bah, on continue ce cycle Tech and Dev avec des prochaines vidéos sur Ruby.